tous et bienvenue. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer de la course aux élections de la Ligue de football professionnel, mais à chaque jour, son nouvel épisode tragicomique. Et à chaque fois, on se demande si ce n'est pas plus grotesque que la veille. On change les règles moins d'une heure avant un vote, puis après on veut les refaire changer, puis encore les changer quelques jours plus tard. Il y a des intimidations de téléphone, ça se menace, intervention politique, ministérielle, et puis finalement on rechange ce qu'on veut faire pour encore changer les règles, puis les statuts après on a l'impression qu'on est au troc, je te donne un candidat contre tel parrainage, enfin c'est une véritable chien-lit où les statuts avaient déjà été modifiés il y a quelques temps de cela pour permettre, comme je le répète depuis un moment, la réélection de Vincent Labrune, grandissime favori, alors que l'immense majorité des clubs professionnels français ne veulent plus de lui. C'est toute l'ironie, tout le paradoxe de cette élection, puisque je vais le rappeler tout de suite pour que les gens comprennent bien, les clubs en fait ne votent pas. Vous allez dire, mais comment ça les clubs ne votent pas? Il n'y a pas un club qui a droit? Non, non. C'est-à-dire que ceux qui vont voter, c'est ceux qui sont au conseil d'administration. Le conseil d'administration, il se compose de représentants de Ligue 1, de Ligue 2, un personnel de la Fédération française de foot, des familles du foot, mais ça on aura le temps d'y revenir. Mais pour faire très simple, en 2022, Vincent Labrune, animal politique, grand animal politique devant l'éternel, obtient une modification des statuts, faisant qu'auparavant, lors de la dernière élection très folklorique dont on avait parlé, il y avait 25 votants, on descend ça à 17. Il y avait 5 indépendants, on descend ça à 3. Et les clubs sont moins représentés. Ce qui fait que tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, qui sont mécontents en effet de la gestion de Vincent Labrune, la seule chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est voter pour leurs représentants au conseil d'administration. Et ce sont eux ensuite qui voteront. Et donc ça, on y reviendra après, parce que dans cette course effrénée, on a aussi anticipé les élections. À la base, c'était prévu pour la fin d'année, et non, on va les faire pour septembre, afin que les autres candidats ne puissent pas vraiment s'arranger. Dans le même temps, les clubs étaient pris avec le mercato, les soucis financiers. Enfin bref, c'est une véritable chien-lit, et on le rappelle qu'avec les élections LFP, derrière, il y aura aussi celle de la DNCG, où pareil, on verra que le couple Micler-Labrune fait toujours front commun. Et donc, dans tous les cas, il y a eu des candidats qui se sont déclarés et il fallait cette fameuse course au parrainage que vous avez dû voir qui a entraîné, mais alors, du n'importe quoi de partout. Donc je vais rappeler tous les candidats, leur programme, ce qu'ils ont dit lors de leurs auditions et c'est assez exceptionnel. Vincent Labrune pour commencer, grandissime favori encore une fois, je le répète parce qu'il a ses hommes clés ici et là, qui lui globalement, il a répliqué ce qu'il a dit dans l'équipe et il a lié son destin à celui de Monsieur Rouget, le directeur général. Alors c'est très rare que là deux personnes se lient, sachant que l'un est élu, l'autre est salarié, donc quoi qu'il arrive, Rouget continuera. Alors, on répète, tout leur bilan, c'est bon, et puis il y a eu les puissants ennemis, et je rappelle, comme il l'a dit dans l'équipe, que ceux qui veulent réécrire l'histoire, ces puissants ennemis, qui sont donc contre Vincent Labrune, ces forces obscures, eh ben ce sont des complotistes. Aucun mot sur le prochain programme, rien, etc., pas d'erreur, donc d'accord, ok, donc ça, c'est Vincent Labrune. Ensuite, on a Gervais Martel, et oui, l'ancien président de Lens, devenu homme des médias. Alors lui, globalement, Gervais, c'est facile, c'est bon, vous me connaissez, je suis le bon copain, donc pas vraiment de programme, etc. C'est vous me connaissez, je suis du milieu et tout, d'accord. Troisième personne, Alain Guérini, trésorier de la Ligue, mais surtout le représentant dirigeant de Panini France. Il y avait pas mal de bisbilles un peu à l'époque, le grand ami de Philippe Pia, le patron du syndicat des joueurs. Alors lui, son audition, elle était surréaliste, c'est-à-dire qu'il a chanté les louanges de Labrune. Donc imaginez, vous êtes candidat à n'importe quelle élection, vous faites votre speech pour avoir les parrainages, vous parlez pas de vous. Vous dites que votre opposant est magnifique. Alors c'est quand même assez exceptionnel, mais ça veut dire beaucoup de choses. Derrière, on avait Stéphane Martin qui avait été à Bordeaux à l'époque. Alors lui, globalement, c'est vrai que le foot lui manquait, il a envie de revenir, etc. Ça n'a pas non plus énormément convaincu. Ensuite, on avait Christophe Boucher qui avait sorti un livre très intéressant, main basse, sur l'argent du football français, qui avait fait beaucoup jaser. Il a eu le courage de le faire. Il a fait du boucher, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce style, on va dire, un peu rentre-dedans, mais qui pourtant ferait beaucoup de bien au football français, qui est un monde de non-dits. Donc, il est resté dans sa lignée, sauf que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et enfin, en dernier, Cyril Linette, homme de médias, qui fait pas mal d'éditos, etc., qui est lui, pour le coup, un véritable programme, il a été assez long et tout, et en off, la plupart disent, même la majorité explique, c'est honnêtement le plus convaincant, celui qui a le plus travaillé, qui a un plan d'austérité et tout, et pour beaucoup de présidents, ils se disent, oh, si Linette revient, potentiellement à terme, on va faire revenir Canal. Globalement, c'était un peu ça les idées. Et donc ensuite, il faut plusieurs parrainages. Celui de Foot-Uni, donc Foot-Uni, c'est, on va dire un peu le syndicat des clubs, on va dire ça comme ça, le roi d'un club, et celui des familles, c'est-à-dire les joueurs, le syndicat des entraîneurs, les médecins, ce que vous voulez. Sachant que j'ai pas parlé d'un candidat, c'est Carl Olive, qui lui a été présenté par la Fédération France de football, qui lui, lors de son audition, a aligné les poncifs, etc., et tout le monde s'est dit, bon, ok, il a pas le niveau. Alors Carl Olive, lui, il a été présenté par la Fédération Française de Football, et c'est là où déjà c'est exceptionnel, donc lui, il sera dedans, il n'y a pas de problème, il sera là pour l'élection. Carl Olive, on a tous dit pareil, à la base on veut voter, finalement non, enfin, encore une fois, les règlements des uns et des autres, ça change pour les élections, c'est pas grave. Donc lui, il est présenté par la Fédération Française de Football, sauf que le président par intérim de la FFF, Philippe Diallo, ne voulait pas. À la base, il voulait présenter plus une femme, etc. Parce que bon, visiblement, quand la FFF prend une femme, c'est pour montrer que bon, il respecte bien le droit des femmes, j'imagine, un peu, c'est comme la FIFA.
Et finalement, il y a eu des consignes politiques, parce qu'on rappelle que Carl Olive est quand même aussi rattaché au gouvernement à ce sujet-là. Donc, on a dit, vous présentez Carl Olive. Ok, donc Carl Olive sera là-dedans, pas de problème. Deuxième, celui qui a obtenu les parrainages de côté, c'est Vincent Labrune. Et normalement, le troisième, on aurait pu se dire, bon, Cyril Linette, qui est deuxième chez Foutuni chez les clubs, avec 57%, Vincent Labrune 62%. Troisième, Gervais Martel, quatrième, Alain Guérini. Et là arrive le truc exceptionnel. C'est Foutuni explique en gros, on change les règles, donc Carl Olive c'est bon, pas besoin de voter pour lui, il est déjà dedans, bon d'accord. Et ensuite ce seront les trois premiers. Et là tout le monde pensait que ça allait être Alain Guérini pour satisfaire Philippe Pia, le patron du syndicat des joueurs. Sauf qu'il termine quatrième, ça fait Labrune, Linette, Martel. On n'est pas très content le syndicat des joueurs parce que c'est mon gars hein. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On refuse de donner les parrainages à Cyril Linette et Gervais Martel qui avaient obtenu les parrainages de Foutuni. Or il faut les deux parrainages, si vous voulez vous présenter, il en faut deux. Sachant que la Fédé admet à Carl Olive, que Foutuni admet ces trois-là, maintenant il reste que le syndicat des joueurs. Donc on a dénoncé en effet une élection sans opposant, parce qu'en gros il n'y avait que Labrune et Carl Olive, le candidat désigné par la FFF. Et les autres n'avaient pas obtenu les parrainages. Gervais Martel a donc parlé de déni de démocratie, Cyril Linette aussi y est allé. Et donc il y a eu plein de réunions, appel d'Amélie Oudéa-Castéra, oui il faut présenter Cyril Linette. Mais Gervais Martel, là pour le coup, c'est aussi un déni de démocratie. Mais en fait le problème il n'est pas là, c'est que déjà comment on peut expliquer qu'une heure avant les votes, on change la... Non, finalement on change. Et en fait, là, tous ces gens se compensent, il y a eu d'autres réunions, etc. Et là, maintenant, le syndicat des joueurs, alors, il faut comprendre, il y a l'UNECATF, le syndicat des entraîneurs, qui, eux, voulaient présenter Linette. Ensuite, vous avez les joueurs, vous avez les médecins, vous avez les administratifs, etc. Tous ces gens-là, non, Guérini, parce que Philippe Pia est lié à lui, on se rappelle les business de Panini, et comme l'équipe en enquête l'avait dit, ils ont eu des business ensemble dans le passé. Mais ce qui est assez absolument incroyable, c'est que Guérini ne pouvait pas être élu. Il ne voulait pas, en plus, être président. Son discours, c'est de dire que Labrune est bien. Pourquoi voter pour lui? Ah mais il me faut mon gars, etc. Donc en fait c'est les petits intérêts qui dépassent le reste. Ok, on a compris. Et puis là il y a un but, c'est faire barrage à Cyril Linette. Pourquoi? Parce que personne n'a de dossier sur lui. Ça c'est le véritable point central de cette affaire, c'est qu'à un moment donné ça s'est appelé, je vais taire les noms, mais il y a quand même des prénoms qui sont appelés les uns les autres des candidats. Moi j'ai un dossier sur toi, moi j'ai un dossier... On en est là. C'est-à-dire que c'est une entreprise de type mafieux qui ne respecte aucune règle de démocratie. Comme l'expliquait le sénateur Savin, qui... je crois le rapporteur de la commission au Sénat sur la financiarisation du football, il disait qu'il veillait à voir si les élections allaient se passer dans des conditions démocratiques. Selon la loi du sport en France. Hein. Manifestement là, c'est pas le cas, parce qu'il n'y a aucune transparence. On se rend compte que les intimidations, les menaces, les pressions, et le changement de règlement, et le troc ambulant, ça fait partie, plus les ingérences politiques. Alors là, d'ailleurs, petite anecdote, lorsqu'il a donné cette interview à l'équipe, la Ligue de football professionnel lui a envoyé un courrier officiel en disant « pas d'ingérence hein. ». C'est-à-dire qu'avec de football professionnel, on s'en fout des sénateurs, on s'en fout des commissions. Non, non, oh, pas d'ingérence, hein, on gère. Excusez-nous, on n'a rien dit. Donc on revient à cette chienlit. Finalement, là, on ne sait pas encore qui va être présenté, parce que là, en gros, on se passe la main. En gros, les syndicats disent « ah ben non, on veut Guérini », je sous-entends. Hein. Donc il va falloir Foutuni revoie ses parrainages, enfin, c'est n'importe quoi. Il y a un déni de démocratie absolue. Dans un monde normal, même si certains vont saluer ce qu'a fait Amélie Oudéa-Castéra, et pourquoi pas. Mais en fait, ce qu'elle doit faire, c'est dire à la Fédération française de football de retirer la délégation de service public attribuée à la LFP. Parce qu'en gros, le ministère donne la délégation à la Fédé, et ensuite il y a une sous-délégation donnée à la Ligue de football professionnel. Parce que manifestement, ces gens-là sont incapables d'organiser une élection avec les critères démocratiques retenus dans la loi du sport. C'est la loi française. Donc en fait, aujourd'hui, ces gens-là ont montré qu'ils ne sont incapables de ça. Avec les élections anticipées, les ci, les là. Et maintenant, vous allez comprendre encore, parce que, attendez, après je vais vous expliquer qui tire les ficelles et vous allez voir à quel point c'est savoureux. Donc là, vous avez compris déjà cette passe d'armes, Guérini, Pia, etc. et tout. Maintenant, il y a quand même une question. Philippe Pia, qui est là depuis 69, patron du syndicat des joueurs, il n'est pas bête, il connaît les rouages mieux que personne. Comment il peut rouler avec Labrune? Globalement, c'est ça. Il va rouler avec Labrune, même s'il va dire que non. Sachant que le bilan de Labrune va pousser à des dépôts de bilan. Or, je rappelle, il représente les joueurs. S'il y a dépôt de bilan, ces joueurs ils terminent au chômage. Et qu'on n'en a rien à cirer de la nationale, qui est un sujet clé. Qu'on m'explique? Donc, il va aller contre l'intérêt des propres joueurs qu'il représente. Je m'adresse à tous les gens de l'UNFP. Vous votez Labrune, vous savez très bien que Canal va pas revenir, et on va revenir après. Pourquoi vous allez vous casser la gueule avec Droit TV, vous allez continuer. Donc, il va y avoir des dépôts de bilan. Donc, vos propres joueurs que vous représentez n'auront plus de club. Les administratifs, pareil, les médecins, pareil. Comment vous pouvez inciter ça, ce vote en gros sans opposant, pour quelqu'un qui vous met dans le mur? Ce qui doit avoir beaucoup d'intérêt, ou des petits dossiers inavouables. À l'étoile au braque? Je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, pour revenir à nos sujets, sur maintenant le vote, parce que, donc il y a ces histoires de parrainage, on va voir ce qui va se passer. Mais derrière, il y a le fameux vote. Comme je vous dis, avant, il y avait 25 votants, maintenant, aujourd'hui, c'est 17. Et dans les 17, il y a les 3 moments indépendants. Donc ce sera Labrune, Olive et le troisième, normalement. Donc on va dire qu'il y a 14 autres. Vous avez 2 personnes de Ligue 2. Qui se présentent pour être élu en Ligue 2? Loïc Ferry, l'ami de Labrune. Bernard Joannin, Amiens, l'ami de Labrune, qui fait campagne pour lui, qui d'ailleurs a racheté 2 restaurants du groupe Moma où bossait Labrune à l'époque. C'est magnifique. C'est encore une fois les heureuses coïncidences.
Pas illégal, hein, évidemment, bien entendu. Mais en tout cas, ils sont très proches. Et le président de Rodez. Et dans ces trois-là, il y en a 2 qui vont être élus. Dont 2 amis de la Brune, potentiellement. Ce qui est marrant, c'est que les gens de Ligue 2, M. Ferracci et tout, vous l'ouvrez beaucoup. Ferracci, c'est le président du PFC. Par derrière, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous ne vous présentez pas? Ah, c'est plus facile de critiquer par derrière que d'avoir les couilles de mettre son nom. Pardon, excusez-moi. Et donc, il y a 7 représentants de la Ligue 1. Parmi eux, Nasser El Khelaifi, qui veut être élu. Caillot, évidemment, de Reims. Puis vous avez un petit groupe d'opposants. Valdemar Kita, aujourd'hui de Nantes, qui avant était un pro la Brune. Comolli, Toulouse. Sartori, Monaco. Ongourian de Lens, mais on essaye de le retourner de nouveau, parce qu'avant il était pro la Brune, après non, maintenant on sait pas. Et Olivier Létang de Lille. Potentiellement, on va se dire ces 5-là, bon. Donc si ces 5-là sont élus, ça pourrait faire 5 voix potentiellement pour l'opposant. Potentiellement. Derrière, vous avez Marc Keller, l'ancien de Strasbourg, qui est représentant Fédé. Qu'est-ce que va décider la Fédé? Vous avez ensuite le président de Foot-Uni, vous voyez ce fameux syndicat, qui est évidemment Laurent Nicolin, l'ami de Vincent Labrune. Donc on sait très bien où le vote va aller. Et ensuite, vous avez les 3 membres indépendants, donc ce sera sans doute Labrune, Olive et le 3e, qui voteront évidemment pour leur propre candidature. Et ensuite, vous avez les 2 votes, si je dis pas de bêtises, du syndicat des joueurs, et le vote de l'Unicatel, syndicat des entraîneurs. Donc 3 votes des dites familles. Les clubs, ils votent pas. Les clubs, alors après, faut que ça soit quand même ratifié par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, c'est tous les clubs, etc. Donc déjà, vous allez me dire, mais c'est quand même pas tellement démocratique cette élection. Bah oui, sachant qu'en plus, c'est du mal levé, hein, le bulletin secret, vous oubliez. Donc là, on peut se poser des questions. Donc en effet, le travail va être de convaincre ceux qui vont être élus au conseil d'administration. Et c'est là où on va arriver sur quelque chose de savoureux, parce que qui tient Vincent Labrune? Parce que c'est exceptionnel vu son bilan. Pour résumer les soutiens de Vincent Labrune, c'est très simple. Vous avez Nasser El Khelaifi en numéro 1, alors qu'il avait voté pour Michel Denisot lors de la dernière élection, Caillot de Reims, Nicolas de Montpellier et Marseille. Peut-être que vous avez une ou 2 autres voix, mais en tout cas elles ne sont pas très nombreuses. Et croyez-moi, la majorité est contre en Ligue 1. Mais comme j'ai expliqué vu le système de vote, ce n'est pas grave. Maintenant vous allez me dire, mais comment il peut tenir autant? Il tient notamment grâce à Nasser El Khelaifi. Je le répète depuis très longtemps, je pense qu'aujourd'hui les médias et tous les gens du milieu ont ouvert les yeux. Ils ont une relation très particulière, développée depuis plus de 10 ans, etc. Il y a une vraie proximité entre les deux. Et puis il y avait cette sempiternelle promesse de Bein qui va investir massivement pour sauver les droits TV. Au final ça n'a pas été le cas, on l'avait expliqué, mais au final il y a cette offre de 100 millions. Pour le match du samedi après-midi que la Ligue a tout fait pour donner à Bein. En disant s'il te plaît sauvez-nous globalement. Seul problème c'est que Bein avait déjà acheté la Ligue 2, qui était programmée à la base pour le samedi. Donc finalement c'est décalé le vendredi, et vous avez vu tous les problèmes que cela peut engendrer aujourd'hui. Et chacun un peu se renvoie la balle. Puis en fait on se rend compte que ces 100 millions, c'est pas 100 millions. C'est 78 millions déjà. Sauf qu'en fait, Bein n'a toujours pas payé le premier versement, et déjà avait payé avec plusieurs mois de retard les 38 millions de l'année dernière. Donc bon, ça peut peut-être arriver, Bein disait qu'il y avait du retard parce que justement ils avaient récupéré les paiements des diffuseurs étrangers un peu en retard, etc. Okay. Mais là, c'est quoi l'excuse pour pas avoir payé la première tranche? Donc 24%. Ben regardez, quand l'équipe sort cette information, et là c'est absolument surréaliste, la Ligue envoie un mail le jeudi. Je cite. La signature des contrats domestiques avec Bein, condition nécessaire au règlement, devant intervenir très prochainement, nous n'avons pas encore perçu à date les fonds correspondants. Devant intervenir très prochainement. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas signé. C'est-à-dire que là, Bein diffuse la Ligue 1 sans avoir signé le contrat. Ben là, vous allez me dire, c'est quand même surréaliste. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais avec Canal, il n'y a pas de signature. Là, ça pose question parce qu'ils ne payent pas. Et pourquoi ils ne payent pas? C'est une vraie question. C'est qu'en fait, quand on regarde le contrat, qui n'est pas de 100 millions comme annoncé, mais de 78, vous dites, mais ils sont passés où les 20 quelques millions? Ben, on se rend compte qu'il y a un contrat de sponsoring. Comme vous pouvez le voir ici, contrat surréaliste. Qatar Tourisme, 20 millions. On en avait parlé dans le Guardian. Donc 20 millions. Et vous voyez, pour montrer à quel point on n'est même pas sûr, c'est qu'on dit ou Bein, etc. Déjà, c'est absolument surréaliste. Puis après, on vous dit les conditions. Alors en gros, les clubs vont devoir envoyer des inventaires, des trucs disponibles vis-à-vis de sponsoring et tout. Donc 170 000 € pour les clubs de Ligue 2 et 730 000 pour les clubs de Ligue 1. Sauf que c'est pas un droit de sponsoring en plus. En fait, c'est cette fameuse offre de droit TV de soi-disant 100 millions, qu'en fait, c'est 78 millions de Bein et 20 millions de sponsoring. 20 millions qui échapperaient évidemment à la taxe buffet, qui est une redevance au sport amateur liée au contrat de droit TV. Donc ça, potentiellement, ça pourrait faire un débat au Sénat, voire plus, parce que ça pose quand même un gros problème. Mais surtout, en fait, on se demande si ce contrat-là de sponsoring n'est pas assujetti au premier. Parce que si le Qatar a envie de passer un accord de sponsoring avec la Ligue, ils font comme McDonald's et ils font un contrat à part. Pourquoi avoir attendu le dernier moment, mettre cette offre et ce contrat de sponsoring qui correspond à la somme annoncée des 100 millions. Et pourquoi ne pas payer le premier? Parce que là, il y a un problème, il y a des clubs, ils veulent pas. Ils veulent pas avoir du Qatar Tourisme. Parce qu'en plus, c'est même pas un plus pour les clubs. Admettons, c'est pas, on vous dit, ils vont toucher ça en plus de sponsoring. Non! C'est compris dans les droits TV, parce qu'on leur a annoncé 100 millions. Donc là, on se dit, il y a un énorme problème, il y a un énorme... Enfin, faut faire passer la pilule quand même. De dire, donc on va avoir du Qatar Tourisme de partout, en Ligue 1 et en Ligue 2. Pour des sommes pareilles, quand vous avez des clubs qui sont en train de négocier avec des offices de tourisme international.
Et le pire, c'est que ce n'est même pas profitable pour le Paris Saint-Germain, parce qu'une Ligue 1 aussi faible n'est absolument pas profitable pour son club qui ambitionne des choses en Ligue des Champions. Ils ont besoin de compétitivité, ils ont besoin de plein de choses. Mais la force d'appauvrir un peu la Ligue 1 avec ce mythe du Qatar va nous sauver, et cette mentalité de mendiant aussi qu'ont les présidents, bah ça pose un véritable souci. En fait, non. On se rend compte que ça sert les intérêts du Qatar en France. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, la Ligue de football professionnel, un des diffuseurs est qatari, son club champion est détenu par le Qatar, on veut mettre Qatar Tourisme au milieu, et dans la répartition des droits TV, ça avantage notamment le club détenu par le Qatar. Alors ça va se demander, c'est la Ligue de football professionnel ou la Ligue de football du Qatar. Puis si on veut rigoler un petit peu, le candidat numéro 2, Carl Olive, ex-maire de Poissy, là où s'est fait le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, est un très proche également des dirigeants qataris. Donc on se rend compte en fait de qui tient mieux. Mais attendez, Reims n'a pas obtenu étiqueté l'année dernière plus de 35 millions, ce qui a fait jaser chez les présidents, parce que c'était au moment de la nouvelle répartition des droits TV, auquel Reims était vraiment pour, qui avantageait le PSG. Encore une fois, ça c'est ce que disent les présidents. Après, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, c'est la température. Dans le même temps, on se dit, mais attendez, le PSG vient de prêter un joueur gratuitement à Reims, etc. et tout. Ah, mais Montpellier, Nasser, il y a aussi des liens. Et en fait, on se rend compte que les soutiens de la Brune, ce sont aussi les amis de Nasser El Khelaifi. Bref, cette élection, manifestement, ne respecte aucun cadre démocratique ni de transparence. La seule solution, c'est que le ministère des Sports appelle la Fédération française de football vis-à-vis de la délégation de service public, celle-là même qui a été donnée à la Fédération française de foot et qui ensuite sous-délègue à la Ligue de football professionnel. Celle-ci doit être enlevée pour ces élections, qui doit se faire d'une manière différente, peut-être supervisée par la Fédération française de foot, ou un administrateur décidé par le tribunal administratif. En tout cas, ce sont des pistes de réflexion, mais dans tous les cas, on le voit très bien, entre tous les conflits d'intérêts, les intimidations, les ci et là, cette élection ne peut absolument pas se faire, c'est une parodie, et il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'il y a quand même plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes ici et là, même si certaines pour le moment restent un petit peu dans la coulisse, et surtout, j'aimerais encore le redire, on remarque que ces élections, ce n'est pas simplement celle-ci, il y en a beaucoup, c'était pareil à la Fédération française de foot, et c'est dans d'autres fédérations sportives, en fait, c'est très très loin des préoccupations du grand public. En aucun cas, on parle du football français, on parle de son bien. Non, non, on parle des petits intérêts des uns et des autres, et surtout les business cachés des uns et des autres. Et lorsqu'on trace un petit peu l'argent, on se rend bien compte qui est le commanditaire de quoi dans cette drôle de mascarade. Bref, j'espère que vous avez un peu mieux compris ce cirque. Équipe de Faith.